Le déplacement vers l'ouest de la Pologne et la perte des territoires orientaux allemands sont bien connus de la plupart des gens. Cependant, ce qui est souvent moins mentionné, c'est qu'il existait des projets similaires de l'autre côté. En effet, le voisin occidental, les Pays-Bas, envisageait également une expansion territoriale aux dépens de l'Allemagne. Cet épisode, moins connu de l'après-guerre, reflète les profondes cicatrices et la méfiance enracinée laissée par le brutal conflit dans la région. Les Pays-Bas, dévastés tant sur le plan matériel qu'humain après 5 ans d'occupation allemande, voyaient dans une éventuelle expansion de leurs frontières une opportunité de compensation et de sécurité durable. C'est ainsi que plusieurs plans furent élaborés pour annexer des territoires allemands en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Basse-Saxe. Les propositions les plus ambitieuses incluaient des villes comme Cologne, Aix-la-Chapelle et Münster, ce qui aurait agrandi le territoire néerlandais de 50% en un instant. Lors de la conférence des Alliés à Yalta, en février 1945, il semblait que ces modifications territoriales allaient être mises en œuvre. Mais, en fin de compte, tout se déroula autrement. Quelle est donc l'histoire de ces plans d'annexion néerlandais? Pourquoi ont-ils échoué? Et à quoi ressemblerait l'Allemagne aujourd'hui s'ils avaient été réalisés? Nous explorerons toutes ces questions passionnantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonne découverte! L'occupation allemande des Pays-Bas a commencé en 1940. Les Pays-Bas avaient misé jusqu'au bout sur leur neutralité, mais il devint finalement clair qu'il n'y aurait aucun compromis avec Hitler. L'Allemagne ne connaissait que la guerre et l'expansion. En seulement 5 jours, le pays fut envahi par la Wehrmacht et la reine Wilhelmine s'exila à Londres. Une fois de plus, la tactique brutale de la Blitzkrieg fut déployée, sans aucune considération pour les pertes. Lorsque les Néerlandais refusèrent de capituler immédiatement, les Allemands détruisirent en quelques heures la vieille ville de Rotterdam. Face à la menace de subir le même sort à Amsterdam, la volonté de résistance fut définitivement brisée. Arthur Seyss-Inquart fut nommé commissaire du Reich pour les Pays-Bas occupés. Avec l'aide du mouvement national-socialiste des Pays-Bas, il entreprit de transformer complètement le pays. Selon le plan d'Hitler, le peuple germanique apparenté des 9 millions de Néerlandais devait être systématiquement nazifié et, après la victoire finale allemande, intégré dans un grand Reich germanique. Bien qu'il y ait eu initialement une certaine sympathie entre les Néerlandais et les Allemands, cela changea avec la destruction de Rotterdam, les plans cruels d'Hitler et chaque jour d'occupation. Il devint rapidement évident que la politique d'occupation se résumait à exploiter économiquement les Pays-Bas, notamment leur industrie alimentaire, à imposer le travail forcé à la population et à persécuter les Juifs néerlandais. Cette dernière mesure, en particulier, conduisit dès 1941 à une résistance accrue contre les occupants allemands. Hitler comprit rapidement que ses plans échoueraient. Les Néerlandais, majoritairement libéraux, ne pouvaient être rééduqués selon ses idéaux, et l'idéologie nazie n'avait aucun écho dans le pays. Il répondit par une répression de plus en plus brutale contre la population, surtout après que la guerre eut tourné en faveur des Alliés. Des infrastructures clés, comme des voies de transport, des ponts et des installations portuaires, furent délibérément détruites pour entraver la mobilité de la population et des forces alliées, et affaiblir la capacité économique des Pays-Bas. Toute résistance fut réprimée avec brutalité, et presque tous les Juifs du pays furent déportés. Enfin, il y eut l'exploitation massive des ressources alimentaires néerlandaises. Avant la guerre, les Pays-Bas étaient l'un des principaux exportateurs de produits alimentaires. Mais sous l'occupation, les rations furent introduites et presque toutes les ressources essentielles vinrent à manquer. Le point culminant de cette crise fut l'hiver de la fin de 1944 et 1945. Alors que les Alliés avançaient et que la population faisait grève, les Allemands réagirent avec dureté, coupant complètement l'approvisionnement alimentaire de l'ouest des Pays-Bas.
Les rations furent encore réduites, les adultes recevant moins de 1000 calories par jour. On estime que plus de 20 000 personnes périrent durant cette période. Le salut arriva au printemps 1945, lorsque les troupes canadiennes, en particulier, progressèrent dans les Pays-Bas, libérant Amsterdam et Rotterdam. La Wehrmacht finit par capituler, mettant fin à presque 5 années d'occupation brutale. Cependant, même pendant les célébrations de la victoire sur l'Allemagne, les premières revendications d'indemnisation se firent entendre. Ces compensations devaient être non seulement monétaires, mais aussi territoriales. Avec le soutien du ministre des Affaires étrangères néerlandais, des tracts furent distribués à travers le pays pour promouvoir l'annexion de territoires allemands, bien que les propositions fussent très variées. Alors que certains ne réclamaient que des ajustements mineurs des frontières, d'autres politiciens plaidaient pour une nouvelle frontière qui commencerait à Hambourg. Cela conduisit à la création du Comité néerlandais pour l'expansion territoriale, présidé par Bakker-Schoot. Bakker-Schoot élabora ce qui fut appelé le plan Bakker-Schoot, ou parfois le Grand Plan des Pays-Bas. Selon ce plan, les Pays-Bas s'étendraient largement sur les territoires allemands de Basse-Saxe et de Rhénanie du Nord-Westphalie. 3 scénarios réalistes furent élaborés pour les négociations. Examinons-les de plus près. Le premier, le scénario le plus vaste et ambitieux, était le plan A. Ce plan incluait des grandes villes allemandes comme Aix-la-Chapelle, Cologne, Münster, Oldenburg et Osnabrück, qui deviendraient néerlandaises. Le slogan de ce plan était « La frontière des Pays-Bas est sur la Weser ». Ensuite venait le plan B, où des villes comme Cologne, Mönchengladbach et Neuss resteraient allemandes. Enfin, il y avait le plan C, plus réduit, qui comprenait une zone située à l'ouest de Varel, tout l'Emsland, ainsi que la région autour de Wesel, jusqu'aux environs de l'ancien duché de Clèves. Cependant, tous ces plans étaient évidemment très ambitieux, car pour Bakker-Schoot, il était clair que toute la population allemande de ces régions devrait être expulsée pour permettre l'installation des Néerlandais. Cela ressemblait à ce qui s'était produit dans les anciens territoires allemands devenus polonais. Mais cela aurait été particulièrement difficile dans les grandes villes comme Cologne. Malgré cela, un plan détaillé nommé Ostland, ons Land, Terre de l'Est, notre terre, avait déjà été conçu. Ce plan incluait un calendrier complet pour l'expulsion de toute la population allemande. Des exceptions étaient prévues dans certains cas spécifiques. Par exemple, les Allemands qui avaient soutenu l'État néerlandais pendant la guerre, ceux qui parlaient le bas-saxon à la maison, une langue très proche du néerlandais, ou encore ceux qui souhaitaient devenir néerlandais auraient pu rester. Ces propositions provoquèrent une vive controverse au sein de la politique néerlandaise. Les partisans comprenaient principalement des agriculteurs et des catholiques qui espéraient plus de terres et une population catholique plus importante. Les conservateurs et les libéraux étaient divisés, tandis que les socialistes et le ministre des Affaires sociales, futur Premier ministre Willem Drees, s'y opposaient fermement. Cependant, ce furent les Américains qui mirent un terme à ces plans. Alors qu'ils s'étaient montrés ouverts à de telles idées lors des conférences alliées pendant la guerre, la situation changea avec le début de la guerre froide. Pour les États-Unis, une Allemagne de l'Ouest stable était essentielle pour contrer l'influence de l'Union soviétique. Avec environ 14 millions de réfugiés provenant des territoires de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest était déjà surchargée. Washington voulait à tout prix éviter une nouvelle division et un affaiblissement supplémentaire de l'Allemagne de l'Ouest. La Haute Commission alliée rejeta donc les plans d'annexion présentés par les Pays-Bas en 1947, mettant fin au scénario A, B et C. Pourtant, le gouvernement néerlandais ne renonça pas et tenta une nouvelle approche. En 1949, une version simplifiée du plan C fut proposée. Elle incluait environ 2000 km² et des territoires comme l'île de Borkum, une grande partie de l'Emsland, Bentheim, ainsi que des villes telles qu'Ahaus, Rees, Clèves, Erkelenz,
Geilenkirchen et Heinsberg. Mais cette proposition fut également rejetée par les Alliés. Finalement, pour apaiser les Néerlandais, la conférence de Londres autorisa l'annexion d'un petit territoire de 69 km², comprenant les villages d'Elten et de Selfkant. Environ 10 000 personnes furent affectées. De plus, quelques ajustements mineurs furent effectués près d'Arnhem et de Dingsperlo. En 1963, le gouvernement allemand racheta ces territoires, à l'exception d'une petite colline près du village de Wieler, qui appartient encore aujourd'hui aux Pays-Bas. Mais ce sujet constitue une histoire fascinante pour une autre vidéo. Écrivez dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus. Si les plans avaient été mis en œuvre à l'époque, l'Europe aurait certainement une configuration très différente aujourd'hui. Les territoires annexés, riches sur les plans industriels et agricoles, auraient significativement renforcé la puissance des Pays-Bas, leur conférant probablement un rôle plus important en Europe actuelle. En revanche, l'Allemagne aurait été considérablement freinée dans son développement. Sur le long terme, ces annexions auraient pu rendre la réconciliation et les relations entre les Pays-Bas et la nouvelle République fédérale d'Allemagne beaucoup plus difficiles. Elles auraient également pu causer des tensions au sein même des Pays-Bas. Quelles conséquences pensez-vous que cela aurait eu? Partagez vos idées dans les commentaires.